Le danger des réseaux sociaux, Emmanuel Macron. Avant 15 ans, pas de réseaux sociaux. Parce qu'on sait maintenant que c'est pas bon. Il faut être préparé. Et il faut plutôt donner du temps pour apprendre, passer du temps avec les autres, se construire. Ensuite, on voudrait qu'il y ait, une fois par mois, une journée sans connexion, pour se réhabituer à, et se montrer que c'est possible. Journée durant laquelle, justement, on va lire, échanger, écrire, faire de la bande dessinée, faire du théâtre, passer du temps avec les autres. Parce que c'est très important, parce que c'est justement ça qui permet de refixer son attention et de reconstruire des choses ensemble, comme ce que vous faites là, être ensemble, écouter un texte, être ensemble, écouter un discours, être ensemble vous-même, dire un texte, comme vous l'avez fait tout à l'heure. C'est bien, c'est du bon sens. Exactement, moi je trouve ça c'est très bien. vraiment, Vraiment, oui, je suis souvent très oui, critique sur le président de la République, mais je trouve qu'il fasse passer sa propre passion, lire une demi-heure et surtout une demi-heure à haute voix. Moi, par exemple, effectivement, ça peut, comment dire, être difficile pour la personne avec qui tu dors. Mais moi, avant de m'endormir, je lis pendant 3/4 d'heure à haute voix. Très fort. Avec un micro, là. Alors évidemment, de temps en temps, les voisins... Arrêtez! Mais je trouve que je dis, c'est de la littérature! Voilà, c'est pour ça. Là, je vous lisez le soir, en vrai ou pas? Comment? Un petit peu. Vous lisez un petit peu le soir, vous? Je lis le soir. Non, mais en vrai. Non, le soir avant de me coucher, non. C'est pas là. C'est mais pas est-ce là que vous lisez la semaine? Oui. Mais quoi, des livres ou des journaux et des... Moi, je lis, par exemple, là en ce moment, je suis en train de lire le Daniel Rondeau que j'ai lu. Je l'ai reçu l'autre jour. Je l'avais, parcouru. Ça fait 500 pages. Donc, comme il m'intéresse, tous les jours. Un livre par jour. Alors, on peut pas tout lire. Quand on reçoit un livre par jour, entre 17 et 18 heures, plus exactement entre 18 et 19 heures, quand on sort de l'émission, souvent je consacre 1 heure à l'auteur qu'on reçoit le lendemain. Bon. Évidemment que tu lis pas de la première à la dernière page. Tu parcours, bien sûr, pas 500 pages. Bon, mais bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent nous aider, qui ont lu le livre. Tout ça est vrai, mais il n'empêche que c'est pour le cerveau, c'est pour s'évader. un peu de ce livre. Excusez-moi, mais que va faire Monsieur Macron si jamais mon fils de 15 ans ne lit pas rien un page par jour? Qu'est-ce qui va se passer? Sur tous les photos. Mais moi, je veux dire... Qu'est-ce qu'il a tous les photos? Il est 16h13. Et les chaussettes poileuses. Non mais pourquoi vous lisez fondamentalement? Pourquoi vous lisez? Vous avez répondu à cette question. Pour vous faire plaisir. Point. Ouais, d'accord. Exactement. Si un livre, moi j'ai aucun complexe avec la lecture. Si ça ne me plaît pas au bout de 30 pages, j'ai toujours le même truc. Je lis les 30 premières pages. Si ça me plaît pas, j'arrête. Oui, mais parfois c'est après les 30 pages. Non, ça c'est des bêtises. Non, mais ça c'est comme une série, c'est les 10 premières secondes. Si ça ne me plaît pas, tu vois tout de suite si tu aimes l'écriture, le rythme, pourquoi pas l'histoire. Si tu rentres. Moi, j'arrive pas à rentrer dans le livre en ce moment, ça m'inquiète. J'arrive pas à rentrer dans le livre que je suis en train de lire en ce moment. Comment il s'appelle? C'est le dernier Delphine de Vigan. Je m'appelle Romane Monnier là chez. Eh ben, faut l'arrêter. Si ça vous plaît pas. Non, mais c'est vrai que c'est embêtant quand on aime un auteur de pas rentrer dedans. Vous voulez pas la pub là? Vous nous fatiguez à tous parler. Soyez gentils, un peu de discipline, feel good, Madame Feel Good. Il n'y a pas une chanson qui s'appelle Feel Good là? Vous connaissez Feel Good? C'est la première fois depuis que nous faisons cette émission. Cela fait maintenant 3 ans, c'est la 3e saison en tout cas, que Laurent Tessier entre dans ce studio et dise « Stop, au casque, je n'entends rien ». Et il a raison, Laurent Tessier. Parce que Laurent Tessier, c'est le rédacteur en chef de cette émission. Vous parlez les uns sur les autres. Et il a dit « Stop ». Et il a raison. C'était brouillon. Voilà. C'est vrai. Oui, je vous gronde. Voilà, il a raison. Et notamment le tandem Lebret Deval. Je ne veux pas vous entendre. On est les cibles faciles. Mais oui, parce que vous parlez. Alors, évidemment, Deval, il n'a pas parlé de la semaine, c'est jeudi. Il était dans l'écurie. Il s'ébroue. C'est bien. De chaud. Ça me va d'être un étalon, il n'y a aucun problème. Il est bon. Vraiment, on en parlait avant l'émission. C'est vrai. Je sais que c'était un peu. On avait. C'était sur un double poney. On avait une discussion. Non, vous n'allez pas dire la discussion. Non, on ne va pas dire. Si, on peut le dire maintenant parce qu'on le dit à l'auditeur. C'est Caroline qui parlait, effectivement, qui évoquait. Elle livre un témoignage. Un témoignage sur la sexualité des uns et des autres. Et c'est tout. Bon, il est 16h10. On revient sur la lecture. On revient sur la lecture, s'il vous plaît. Et je vous demande vraiment un peu de discipline. Je vous demande de vous arrêter. Exactement.
D'ailleurs, je croyais que j'avais le sampleur là. C'est pas aujourd'hui. Demain. Demain. Ah, c'est demain. On a tout préparé. Là, vous allez voir. Donc, on a écouté Emmanuel Macron. Je rappelle, si vous nous rejoignez, parce que alors là, je vais commencer. Je note. Puisque on m'a fait plein de petites remarques, donc j'essaye de les intégrer. Monsieur Liberty me dit, tu ne dis pas assez qui est là, Monsieur Liberty. Donc je vais redire. Notre directeur d'antenne. Oui, il faut déjà dire qui est Monsieur Liberty aux auditeurs. Monsieur Liberty, tout le monde le connaît. Elisabetta Sayag est là. Présente. Caroline Iturbide est là. Présente. Elle a écrit Feel Good, 50 méthodes. Avec la malhérothérapie. Elliot Deval, Gauthier Lebret, Olivier Guénec. Et également, vous êtes sur Europe 1. Je le dis pas assez. Oh, mais ça fait des années que vous dites pas assez, oui. Avant, je n'y étais pas sur Europe 1, donc je ne pouvais pas le dire non plus. Mais effectivement, maintenant que j'y suis, il faut que je le dise. Oui, vous êtes sur Europe 1. Avec Pascal Pro. Oui, mais ça, ça dire son nom, c'est toujours quoi. Je ne sais pas si vous arrivez. On n'est jamais mieux servi. Voilà, c'est toujours un peu. Vous êtes mal à l'aise tous les deux. Mais bien sûr, vous êtes mignons tous les deux. Ils ont 8 émissions par jour, on est mal à l'aise. Mais vous savez, il y a des gens parfois qui dans la rue t'abordent et te demandent ton nom. Ils disent, je vous connais, mais je ne sais pas comment vous vous appelez. Père Fouras. C'est toujours délicat de dire. Alors moi, je dis, je m'appelle Elliot Deval ou je m'appelle Gauthier Lebret, comme ça, on m'ennuie pas. Non, on m'ennuie pas. Bon, Emmanuel Macron, donc, il a pris la parole aujourd'hui à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. Il était avec des jeunes. Écoutez ce qu'il dit, lire une demi-heure à voix haute. Et de la même manière, je voudrais que toutes les semaines, on retrouve ce rite à l'école, et ce seront vos enseignants qui vont le trouver, de lire moins une demi-heure, 1 heure, et d'essayer de le faire à voix haute. Parce que la lecture à voix haute, c'est un exercice formidable qui permet de prendre soi, et évidemment le théâtre encore plus, de s'assurer qu'on comprend un texte. Je dis souvent, quand on lit un texte pour soi-même, parfois on passe, on oublie, on est fatigué. Dès qu'on lit à voix haute un texte, on comprend très vite si on comprend les mots ou pas. Ça s'entend au ton. Lire à voix haute pour les autres, et donc la journée sans connexion, 1 fois par mois, la lecture et la lecture à voix haute chaque semaine, et parce que c'est important pour aussi faire des citoyennes et des citoyens, puisque c'est le français, notre langue, qui nous fonde. Je trouve que c'est formidable. C'est formidable. Mais c'est vraiment. J'ai un souvenir, c'est très intéressant la notion de la lecture à voix haute. Moi, je me souviens en première, au lycée, on lisait le Horla, vous savez, de Maupassant. Le Horla de Maupassant, bien sûr. Et tour à tour, on levait la main sur les volontaires pour lire à haute voix. Et moi, j'adorais lire à haute voix dans la classe. Peut-être que ça m'a donné envie de faire de la radio, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on intègre les mots, on intègre les respirations, la ponctuation, on s'approprie le texte. Non, ça fait rire Olivier. Parce que oui, alors. Non, mais parce que on va faire cet exercice. Je demande une page de littérature à nos amis. Et on va la faire tourner, chacun va la lire. Et on va voir celui qui la lit, j'allais dire c'est pas mal. Le mieux. C'est pas mal. Qui incarne le mieux. Qui incarne pour la. Voilà, on peut casser l'ambiance sur Emmanuel Macron ou... Mais allez-y, Gauthier Lebret. J'ai trouvé une page où fait tout le rouge et le noir. Le début de Madame Bovary, tiens. Le début de Madame Bovary. Ce fut comme une apparition. Voilà. Apportez-nous la première page de Madame Bovary. Parce que je suis très ému, évidemment, par le témoignage de Pascal et d'Elisabeth sur Emmanuel Macron. Non, c'est sur la lecture, attention. Mais non, justement, le débat n'est pas sur la lecture, c'est sur le fait qu'ils prennent du temps et qu'ils convoquent une concertation. Et après, on dit que c'est moi qui ne respecte pas les règles. Sur Villers-Cotterêts, je note qu'Emmanuel Macron, maintenant, quand il se déplace en France, je ne parle pas de ses déplacements à l'international, il choisit Villers-Cotterêts, très bien, avec des jeunes, ou d'aller inaugurer la dernière attraction à Walt Disney, la Reine des Neiges. C'est parmi ses 2 derniers déplacements en France. Est-ce qu'il n'y a pas des sujets plus prioritaires pour le président de la République que d'aller faire la lecture à des jeunes et donner des conseils lecture aux parents pour faire lire les plus jeunes, ou d'aller inaugurer une attraction au parc Disney? Excusez-moi, il y a juste des sujets qui me semblent un peu plus chauds pour le président de la République que d'aller faire la leçon sur la lecture ou d'aller inaugurer des attractions à Walt Disney. Là où je suis pas d'accord avec Gauthier Lebret, c'est que l'éducation, la lecture, évidemment que c'est existentiel, essentiel pour nos enfants, et que ça peut être une des priorités. En revanche, pardonnez-moi, qu'il aille sur le terrain de la lecture, faire 30 minutes de lecture à voix haute, le niveau de l'éducation nationale ces 10 dernières années, est-ce qu'il a progressé ou est-ce qu'il s'est effondré? Est-ce que les professeurs s'autocensurent plus ou moins depuis qu'Emmanuel Macron est à la tête du pays? Est-ce que les élèves, lorsqu'ils passent de la primaire à la seconde, ils sont plus performants en mathématiques, en lecture? Voilà tous les points qui me paraissent essentiels. Je rappelle, c'est vrai, mais c'était pas l'objet de la journée. Oui, c'est pour ça que sa parole aujourd'hui est décrédibilisée. Il y a eu 7 ou 6 ministres de l'éducation nationale sous les 2 mandats d'Emmanuel Macron. Ça, c'est le meilleur argument que vous pouvez donner.
sûr. C'est-à-dire que le président de la République qui vient demander aux jeunes de parler ou de lire n'a pas eu une cohérence sur l'éducation nationale. Ça, c'est un bon argument que je retiens. Caroline Iturbide. Il est dans un décalage complètement délirant qui nous fait dire et nous force finalement à penser qu'il est complètement déconnecté, encore une fois. Moi, j'avais l'impression que c'était une parodie, style un peu les Guignols de l'info à l'époque où ça existait, tellement ça m'a semblé à côté de la plaque et inintéressant et enfoncer des portes ouvertes, parce que si c'est pour nous dire que c'est important de lire, on était au courant en fait. On n'attend pas le président là-dessus aujourd'hui quand on peut pas faire son plein d'essence ou qu'on peut même pas remplir son caddie. Voilà, il est 16h24, on a distribué le début de Madame Bovary, c'est la page, on va pas le lire tout de suite, on va le lire après 16h30. On peut s'entraîner, oui. S'entraîner à lire Madame Bovary. Pour bien incarner, oui. C'est pas lire. Je vous découvrir. Vous allez découvrir. Mais s'il vous plaît. Il est méchant. S'il vous plaît. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter une dernière fois le président de la République avec les collégiens, parce qu'il y a un collégien qui l'a parodié et qui lui a dit for sure. Je les lis plus en français, je suis capable de les lire en anglais. C'est plutôt sympathique. Oui, on aime bien cette insolence. Moi, je trouve c'est bien. Écoutez ce que disait Éric Nolot hier matin dans l'heure des pros sur CNews et sur Europe 1. C'est un processus de destruction de la civilisation, les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut protéger les jeunes, mais au maximum par une interdiction. Alors, je ne méconnais pas que c'est très difficile d'interdire, le contrôle, ça va pas être de la tarte, mais simplement, c'est ça ou la fin de la civilisation telle que nous l'entendons. Là, c'est des gens qui sont en train de décrocher de la lecture. Mais décrocher de la lecture, c'est pas seulement ne plus lire, c'est ne plus avoir accès à une forme supérieure du langage, c'est un appauvrissement du vocabulaire, c'est un rapport au monde qui est très appauvri, qui devient même un peu misérable. C'est un sujet majeur. Moi, je ne comprends pas qu'on ne s'y attaque pas plus sérieusement. Éric Nolot sur la lecture, c'était hier. On va marquer une pause. On est ensemble. C'est un sujet qui nous passionne. Vous pouvez nous appeler. Je trouve que c'est vraiment un des sujets très importants aujourd'hui. Le jeune Marcel, par exemple, qui est né au mois de août dernier dans la famille Lebret, eh bien, je pense qu'il aura des parents qui lui donneront des romans, des livres à lire très tôt, très jeune. Il faut aussi raconter aux enfants une histoire. Son prénom est déjà sélectionné grâce à la littérature. Donc, exactement. Ça, c'est incroyable. Mais bien sûr. Et la boxe. Et la boxe, non, et c'est pas parce que c'est Marcel Cerdan, c'est à cause de Marcel Pagnol et d'une scène très précise dans Fanny, donc c'est pour ça. Non, mais c'est vrai, et c'est intéressant parce que c'est le destin d'un enfant qui est dans le berceau. Il s'appelle Marcel et ça sera peut-être un écrivain, un académicien célèbre. Il aura une vie comme cela de littérature, de théâtre, d'écriture, et ça il sera a la chance d'avoir les moyens, déjà, d'être dans une famille heureuse. Oui, mais ça veut rien dire. Ça, mais peut-être qu'il sera forain comme Marcel Campion. Oui, peut-être. ou footballeur comme Marcel Desailly. Par exemple. Si le Bret dans un stade de foot, j'aimerais voir ça. Le Bret, en retrait pour Zidane. Et but de Le Bret 16h. En retrait pour Zidane. Avec Sassayag, avec Caroline Iturbide, avec Elliot Deval, avec Gauthier Lebret, avec Olivier Guénec. Et nous recevrons dans quelques instants Nicolas Pouvron-Bonty, qui est directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Vous êtes le directeur et on ne parle pas assez de Pierre Brochant, qui est le président de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Je ne l'ai pas cité hier, qu'il me pardonne. On parlera du gouvernement espagnol qui va procéder à la régularisation de 500 000 étrangers. Mais nous terminons notre chapitre lecture. Emmanuel Macron a pris la parole aujourd'hui à la Cité internationale pour mettre en exergue, pour favoriser la lecture. Et nous, on a eu cette idée, pourquoi pas tous les jours, de parler... mais tous les jours ? Non, mais pas tous les jours, peut-être. Mais là, on s'est dit que... Tu le connais bien. Il demande de parler à haute voix, de lire à haute voix, plus exactement. Donc on va faire un petit test et on va commencer par, pourquoi pas, par Olivier Guénec. Non, pas par moi. Mais si, Olivier Guénec, Madame Bovary, lisez le début et on va tous lire le même passage. Faut que je fasse honneur à ma génération. Allez, c'est parti. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau, habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis, se tournant vers le maître d'études, « Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en 5e. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands où l'appelle son âge. » Bravo. Tu vois, ça fait du bien. C'est bravo.
Bah oui, c'est bon. Si vous me permettez, vous me prenez pour un... Il y a des virgules, il y a des respirations. Gauthier Lebret. Non, c'est mon interprétation. Tu commences pas. Gauthier Lebret, le même texte, et après on fera voter les auditeurs pour savoir qui l'a dit le mieux. Gauthier Lebret. J'ai la petite musique ou c'était que pour Oui, Olivier? allez. La petite musique, le Rachmaninov. Rachmaninov. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis se tournant vers le maître d'études, « Monsieur Roger !» lui dit-il à demi-voix. « Voici un élève que je vous recommande. Il entre en 5e. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands où l'appelle son âge. » Très bien aussi. Très bien. Bah non. Très C'est différent. Très bien. C'est différent. Ah bah là, c'est autoritaire. Hein. Oui, parce que Monsieur Roger, t'as l'impression. Monsieur Roger lui dit. Monsieur Roger lui dit-il à Olivier mi-voix. découvre le texte. Moi, Non, mais moi, il y avait Roger. J'ai trouvé la voix claire Très d'Olivier bien, Guédéric, Olivier. très Délicate, belle, quoi. délicate. Très bien. Je l'ai trouvé un peu démonstratif, notre ami. Comme d'habitude. Notre ami Lebret. J'ai trouvé qu'il insistait Ouais. sur. Bon, Avec ses gros Dérange-toi. sabots. Elisabeth Assayag. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis, se tournant vers le maître d'études, « Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en 5e. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, où l'appelle son âge. » Bien. Moi, j'ai- alors, Une voix féminine, je c'est vais vous toujours dire, plus agréable. je vais vous dire, Ouais. moi je pense que l'enfant Assayag doit être oui. content quand on lui raconte une Bah histoire. oui, Ah ouais. c'est la merde. Ça, Ouais, je on vous a le dis. senti la mère de Là, famille. on a j'adore. senti J'adore. la mère de famille Ouais. qui raconte le soir. Avant de. Bon, parce que s'il raconte les histoires au petit Marcel. Il a hurlé alors. Il sort de son berceau. Il va dans la cuisine, il ouvre un tiroir, il prend un couteau, il sort dehors. Excessif. Il sort un couteau, il sort dehors. Le Non, mais mollusque, voilà, le couteau. voilà un dérapage. Mais non. Voilà. Il y va. Voilà. Non, mais- Il va, non mais voilà. Il va Et là. continue à faire le geste du couteau en plus. Non mais. Un couteau. Un couteau. Ça aurait pu être pas- Voilà. Il mange le... Bon, vous savez qu'on a d'abord des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont venus de l'Isle-Adam. Vous êtes déjà allé à l'Isle-Adam? Non, l'île tout court, mais l'île Adam, jamais. C'est où l'île Adam? C'est pas loin d'ici. Moi je connais pas. L'Isle-Adam. La Vous savez pomme pas, d'Adam. C'est dans le l'Isle-Adam. 93. L'Isle-Adam, c'est pas l'île L-I-2-L-E, l'île, Ah, une l'Isle. île, bien sûr. Une île. L'île Adam D'accord. de L'île, sagesse. Oui. Ah. Et l'île Adam On de parle de sagesse. quelle île? L'île. Et qui est avec nous aujourd'hui? Nous C'est salons. Marie-France. C'est Marie-France Eh qui est là. Alors dites-nous. Allez faire un Bonjour bisou, Marie-France. Bonjour Allez-y, Marie-France, approchez-vous du micro. Allez-y. Marie-France, comment ça va, Marie-France? Ben, très bien, je suis ravie d'être là. Eh ben, ça nous fait plaisir. Vous habitez l'île Adam? Oui. Eh ben, ça nous fait aussi Une plaisir. très Marie-France, jolie si elle lit Madame Bovary, ça peut être très fort, je Belle pense. voix. Madame Avec la voix, là. Mais, Ah non. Madame, on veut. Alors, si elle veut lire Madame Vous Bovary voulez pas avec dire Madame nous. Bovary? Les gens qui nous écoutent à 16h38, il y a une bande de malades qui sont en train de lire la première page de Madame Bovary. Ça fait 12 fois que je l'entends, je pense qu'ils vont aller sur une Ça autre va faire station. Bon, l'île Adam, c'est à combien de kilomètres du centre de Paris? 30, 35. Voilà, vous êtes déjà allé à l'île Adam. L'île Adam, alors l'île Adam est célèbre pour qui ou pourquoi, si Ah j'ose bah dire. c'est la perle de l'Île-de-France selon Balzac. Exactement. Très chic. C'est la perle de l'île de France selon Balzac, l'île Adam. Bon, Olivier, eh ben, bonjour, écoutez, allez-y. Ça, Il a pas compris la phrase. hein. merci. Balzac, il a Ça m'aide pas à situer l'île d'Adam, tout ça. Qu'est-ce qu'il a écrit, Bon, Balzac, alors, Olivier Attends, mais on n'a pas le temps. voilà. Attends. Bon, alors là, donc, que des très bons, Ah oui, de très, très bonnes lectures. Caroline Iturbide, Tiens. je rappelle que si vous arrivez sur l'antenne Elle a écrit d'Europe 1 à 8 livres. l'instant, nous avons rebondi sur ce que nous a dit le président Macron qu'il faut lire à haute voix. Donc nous sommes des bons élèves français et nous lisons. Alors évidemment, c'est un peu répétitif, c'est le même texte. Mais on lit les premières lignes de Madame Bovary et c'est Madame Iturbide qui lit Madame Bovary et non pas le contraire. Voilà, non, ça se saurait. Parce que le jour où Madame Bovary lira 58 gouttes, Vraiment, vous n'hésitez pas à m'appeler. là, ça sera complètement différent. Mais bon, je ne sais pas si...
Donc c'est Madame Iturbide qui lit Madame Bovary. Madame Iturbide. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau, habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva, comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis, se tournant vers le maître d'études, « Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en 5e. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands où l'appelle son âge. » Un peu rapide. Très bien. Très bien. Vraiment très Je trouvais belle, ça un peu sans faute. rapide. Non, très belle Très bien. articulation, Chacun son style. fluidité. Ça, 10 ans vraiment, pour Florent Coursimon. Waouh. Non, c'est vrai, vous avez fait le cours Florent un petit Oui, peu. c'est vrai, je voulais être comédienne quand j'étais petite. C'est encore possible, hein, Caroline? Oui, mais je veux plus. Oui, mais non, mais ça, je comprends, c'est un métier tellement difficile. Et j'imagine, il faisait jouer évidemment Célimène, les jeunes premières. Avec, Oui, tous les grands voilà. classiques. Ah, évidemment, oui, non, mais vous étiez dans ce qu'on appelle un emploi, et votre emploi était plutôt sur les jeunes premières que sur les servantes. Non, j'ai joué beaucoup de Souillon. J'ai fait de tout. Mais moi, j'étais fascinée par le cinéma. Et donc, en fait, je regardais à l'époque des VHS, je réécrivais tous les dialogues. Et ensuite, je demandais à mon prof de théâtre si je pouvais jouer. C'était Marie Gillin, des gens comme ça de ma génération. Elliot Deval qui va lire, et puis après, ce sera la pause. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis, se tournant vers le maître d'études, « Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en 5e. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, où l'appelle son âge. » Très bien. Ah ouais. Très rassurant. Eh ben, écoutez, voilà. Le seul qui s'est fait défoncer, c'est moi. quoi. On m'a dit que mon fils allait prendre un couteau. C'est un peu excessif, c'est vrai. Oui, non, mais... Et ben, Oui, vous. Ah ouais, attendez. Allez, Pascal. que je passe Évidemment. Mais la suite, on va faire La cerise sur le gâteau. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi Nous d'un... étions à l'étude. Déjà, on oublie. Parce que j'ai dit quoi Ouais, Vous n'avez pas fait la liaison. J'ai pas fait la liaison. Non, Je reprends. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau, habillé en bourgeois, et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis, se tournant vers le maître d'études, « Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en 5e. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, où il l'appelle son âge. » On y croit. Franchement, très bien. On y croit. On a Le dernier paragraphe, vous citez, vous le faites du même ton que Non, le mais début, il est donc, Pris du nez, non Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Non, Mais tu- moi, je suis Oui. pas récitatif. Non, mais vous citez, vous avez mal cité se en fait. prend- C'était le même ton, c'est perdu. Non, c'est mais c'est comme on je était. pense que c'est vous qui l'avez le mieux dit. Oui, je suis pense. d'accord. Avec Curieusement, le recul, je suis d'accord, Mais finalement, c'est la pour la chance du première Mais débutant. non, c'est pas la chance du débutant. C'est voilà, la chance c'est- du débutant. Oui, oui. L'intuition, vous l'avez vu, la voix était claire. Non, mais il sort de- Chez les Voilà. garçons, c'est vous qui l'avez mieux dit. Merci. Et puis, effectivement, chez les jeunes femmes, c'était tout à fait remarquable, toutes les deux, dans deux styles un peu différents. Mais J'ai préféré Elisabeth. voilà, Oh, moi, exactement. Merci, merci, ça me fait plaisir. Bah, Il est Gauthier 16 heures. m'inquiète. Mais non, mais vous étiez Inquiété. Très jolie Gauthier. voix, Elliot, The Ouais, Voice. hein. très bonne. Je C'est peux chanter dommage. si vous voulez. J'ai Non, le non, champion non. de France de Mais karaoké. non, mais Ouais, Emmanuel ça sera Macron ne grave. l'a pas demandé. Donc Ouais, là, on c'est vrai que 2016, c'est dommage 2016. que Gauthier Lebret est un peu gâché. Le moment. Je crois qu'il y a les héritiers de Flaubert. Ils ont appelé les héritiers de Flaubert et ils sont particulièrement mécontents. Blague à part, Ils j'espère souhaitent- qu'il y a des professeurs qui nous écoutent parce qu'en fait, une séquence comme ça Mais dans bien une sûr. classe, est-ce Et- que vous imaginez à quel point Mais ça bien peut sûr. être sympa, Tellement. ça peut donner envie à et ça nouveau. fait rire alors surtout parce que mais bien en fait, sûr, en fait, ça c'est Ça génial. existe dans les d'arriver classes, comme ça. hein, vous avez Non, l'air mais de là, découvrir. oui, mais là, ce qu'on a fait en Arrête de fait, frapper sur la table. oui, arrête de frapper sur la table. C'est Des vrai, bruits c'est après dans la- désagréable. Moi, j'ai tapé sur la Oui. table. Oui, tu n'arrêtes pas. Ah bon? Bon, non mais C'est vrai que toi, t'es discrète. le petit Ça va, exercice ça va qu'on a être fait pour un professeur, c'est une manière d'intéresser un livre à travers, Tout à fait. faire un petit jeu. Ouais. En fait, tu dis aux gens, on fait un petit jeu, quel est le meilleur, etc. Vous avez bien compris, c'était ça que je voulais. Moi, Ça j'ai existe réfléchi déjà. toute la nuit avant de Moi, faire si les c'est émissions. perdu, j'avais perdu Ne d'avance. croyez pas que ça arrive Ça comme ça. existe déjà, les amis. Tout ça, c'est vers 3 jeux. Je mets en place Après une avoir mis ça en articulation de place, l'émission. si on va plus loin, peut-être qu'Olivier va avoir envie de lire la suite de Madame Bovary Non, non, ce soir. t'embête Allez, pas. 16h44. C'est vrai, T'embête on n'est pas à C'est l'abri. le but. 16h44. On est pas à l'abri d'un truc comme ça. Madame Bovary dans une seconde.
l'immigration et de la démographie, bonjour. Bonjour. Le gouvernement espagnol va procéder à la régularisation de 500 000 étrangers en situation irrégulière. Écoutez François-Xavier Bellamy, député des Républicains, qui a pris la parole. C'est un danger pour l'Europe. Il constitue un appel d'air monumental en décidant de régulariser publiquement au moins 1,5 million d'immigrés illégaux en Espagne. Peut-être 800 000, qui le sait? Qui pourra savoir qui sont ces personnes? Les vérifications de sécurité ne seront pas faites. Nous ne saurons pas s'ils sont auteurs de crimes ou proches du terrorisme, et s'ils sont les vecteurs de l'islam politique qui menace nos pays demain. Ce n'est pas un danger seulement pour l'Espagne, c'est un danger pour toute l'Europe. Car ces personnes entrées illégalement sur le sol espagnol pourront demain voyager dans tous nos pays. Tant que Pedro Sánchez sera Premier ministre en Espagne, toute l'Europe sera en danger face à l'immigration illégale. Monsieur Bellamy est un homme politique et son message est politique. Évidemment, vous êtes un observateur, vous n'êtes pas un homme politique. Est-ce que vous ratifiez ce qu'il dit? Écoutez, ce que François-Xavier Bellamy dit dans l'extrait que nous avons entendu, me semble forcément politique, mais aussi assez factuel. C'est-à-dire que la régularisation d'au moins 1,5 million de personnes en Espagne, c'est une décision qui emporte des conséquences pour l'ensemble de l'espace Schengen. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on est un étranger extra-européen et qu'on obtient un titre de séjour dans un État de l'espace Schengen, on peut circuler librement dans l'ensemble de la zone, donc qui fait plus de 4 millions de kilomètres carrés. Ça implique évidemment de pouvoir se déplacer librement vers la France, mais aussi vers d'autres pays. Là où je mettrais peut-être un bémol quant à la focalisation qu'on a depuis quelques jours sur cette décision espagnole, c'est que nos responsables politiques français font la même chose, mais au plus long cours. C'est-à-dire que l'Espagne choisit de régulariser d'un coup, de manière très spectaculaire, 500 000 étrangers en situation irrégulière. Nous, on régularise 30 à 35 000 personnes par an. En 15 ans, on a fait les 500 000. Donc c'est aussi un choix très politique de la part de Pedro Sánchez qui a décidé d'incarner le dernier bastion de l'ouverture migratoire en Europe, alors que beaucoup d'États européens restreignent leurs conditions d'accès. Mais c'est vrai que dans l'état actuel de l'espace Schengen, les États les plus ouverts migratoirement, même quand ils sont très minoritaires, même quand ils sont un seul, imposent les conséquences de leurs décisions à toute la zone. Elliot Deval. J'ai trouvé la réaction d'Éric Ciotti plutôt là aussi et politique mais aussi factuelle, c'est-à-dire qu'il dit l'Espagne est un pays souverain, donc libre au Premier ministre de faire ces choix-là. En revanche, il entraîne dans ses choix, puisqu'il y a l'espace Schengen qui a été souligné par Nicolas Pouvremonti, il entraîne toute l'Europe et notamment la France, et il est favorable à ce qu'on retrouve des frontières qu'on a pu retrouver à une seule période ces 40 dernières années, c'était au moment du Covid. Vraiment, je vous invite à réécouter une archive qui date de 92. C'est Philippe de Villiers face à Alain Juppé et Jacques Lang. C'est un débat sur l'Europe. Et il alerte en 92, il dit un Africain qui arrive au sud de l'Italie, le lendemain sera en France. Et vous avez Jacques Lang qui le regarde droit là, il dit vous êtes un menteur, vous jouez sur les peurs. Et on était sur le terrain moral à l'époque, au moment de Maastricht. C'est-à-dire que les lanceurs d'alerte de l'époque passaient soit pour des fous, soit pour des Cassandres. Et voilà où on se retrouve 40 ans plus tard. Alors l'Espagne est en train de dire ils n'auront pas tous les droits, ils ne pourront pas profiter comme n'importe quel ressortissant européen de l'espace Schengen ou comme n'importe quelle personne qui sera dans l'espace Schengen. Mais c'est un argument fallacieux puisque avoir 500 000 personnes régularisées en une fois, comme le dit Nicolas Pouvremonti, c'est faire un appel d'air gigantesque, puisque chaque personne qui entend cela se dit je peux venir en Espagne et espérer un jour être régularisé parmi une nouvelle vague massive de régularisation. Et Monsieur Pouvremonti est avec nous, et c'est pourquoi il est avec nous, c'est précisément pour nous donner son éclairage. Alors j'entends, et c'est Vincent Herouet qui disait ça ce matin, que l'immigration en Espagne est très différente de l'immigration en France. C'est une immigration latino-américaine qui a la même langue, qui a la même culture, en tout cas la même religion, et il y a des passerelles et elle n'est pas vécue de la même manière. Et il disait également que c'est une immigration de travail, de jeunes gens plutôt qualifiés et dont l'Espagne a besoin. Est-ce que cet argument, vous l'entendez ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs catégories d'immigration parmi celles qui vont être régularisées en Espagne. Il y a effectivement un très fort phénomène latino-américain pour des raisons évidentes, phénomène qu'on ne connaît pas en France, mais on a aussi de plus en plus une part d'immigration en provenance
provenance d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, pour laquelle l'Espagne est souvent un pays temporaire, un pays de transit. Et notamment pour les pays francophones, pour les pays francophones d'immigration qui sont présents en Espagne, la France est bien souvent la destination finale qui est visée. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, lorsqu'il y a maintenant 3 ou 4 ans, le gouvernement avait essayé de limiter l'octroi des visas à certains pays du Maghreb pour pousser leur gouvernement à réadmettre leurs clandestins, qu'avaient fait les ressortissants de ces pays-là? Ils étaient allés dans les consulats espagnols ou italiens dans leur pays d'origine, demander des visas Schengen qui permettaient d'abord d'aller en Espagne, mais qui ensuite permettaient aussi de se rendre de manière complètement libre en France. Nous animons une émission, il y a 5 personnes, il y en a 5 qui sont sur leur portable. Alors moi c'était pour chercher une information. Il y a toujours des bonnes raisons. C'est formidable d'ailleurs. Aujourd'hui, vous faites un dîner, vous faites une émission, vous faites n'importe quoi. On parlait des écrans tout à l'heure, vous êtes incapables de vous concentrer les uns les autres. Il y a Monsieur Pouvron-Monty qui parle. Alors, toujours pour des bonnes raisons, vous vérifiez ce qu'il dit, etc. Écoutez notre invité. Mais on peut faire 2 choses à la fois. Non, on ne peut pas. Ce qui est intéressant, parce qu'on dit 500 000, vous savez, ça parle. À chaque fois quand j'essaye de donner un chiffre sur les questions migratoires, j'essaye de le calquer sur la population espagnole. 500 000 que vous régularisez d'un coup, ça devient. C'est comme si vous aviez la 6e ou 7e ville d'Espagne. Donc c'est un changement démographique majeur. J'entends bien, j'entends. Alors, votre livre est sorti, on vous a reçu hier sur l'antenne de CNews, c'était formidable de vous écouter, parce qu'on apprend, mais oui, parce qu'on se dit on est tombé sur la tête. Pourquoi on est tombé sur la tête? Parce que ça coûte beaucoup d'argent, et le résultat ou l'efficacité est moindre. On va parler par exemple des étudiants étrangers. Vous nous disiez hier qu'on reçoit 100 000 étudiants étrangers par an, par saison en France. Qui ne sont quasiment jamais diplômés. Qui ne sont sans doute pas diplômés, mais surtout, ces gens-là vont rester. Et ça coûte de l'argent parce qu'ils bénéficient d'aides sociales très importantes. Le chiffre que vous avez donné hier était de l'ordre de 1 milliard ou 1,5 milliard. Nous sommes d'accord. C'est ça, le coût net de l'immigration étudiante, tel qu'il est estimé par la Cour des comptes de manière très prudente, très conservatrice, c'est 1 milliard d'euros par an, dont plusieurs centaines de millions d'allocations, donc des allocations de logement, des bourses sur critères sociaux. C'est ça qui est fou, c'est que l'étranger qui vient chez nous, il a le droit à des bourses et il a le droit à des aides sociales pour se loger. Des logements dans les campus. Alors qu'il est étranger. On a complètement gommé le critère de l'autosuffisance financière des étudiants étrangers, de la même façon qu'on a gommé effectivement les exigences en termes de niveau académique. Depuis quand, par exemple, ça, les étudiants étrangers? Depuis toujours ou alors c'est depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans? Il y a une très forte accélération depuis 10 ans. Le nombre de nouveaux titres de séjour pour motif étudiant qu'on accorde tous les ans a augmenté de 70% sur une décennie. Et autant sur certaines parties de l'immigration, le politique s'est laissé dessaisir, autant là, il y a une responsabilité vraiment très active. On a fixé cet objectif quantitatif absurde d'avoir à tout prix 500 000 étudiants étrangers en France en 2027. Et donc, on fait du nombre. On fait du nombre même si les 2/3 des étudiants étrangers ne valident pas leur licence en 3 ans. On fait du nombre même si la moitié des aides sociales des Crous vont aux étudiants étrangers. C'est vraiment la quintessence de l'inconséquence de notre politique migratoire, ou plutôt de notre absence de politique migratoire, parce que là, on a simplement donné un chiffre un peu au pif et on a laissé aux universités le soin de faire du chiffre.